Eh bien, bonjour, je vais vous présenter une petite synthèse des dispositions fiscales qui figurent dans la loi de finances pour 2012 et dans la loi de finances rectificative de décembre 2011. Alors, je vous propose de parler d'abord de quelques dispositions concernant la fiscalité personnelle et ensuite on parlera un tout petit peu de la fiscalité des entreprises. Alors, s'agissant de la fiscalité personnelle, les mesures essentielles concernent l'impôt sur le revenu. Et dans l'impôt sur le revenu cette année sont modifiées notamment les modalités de calcul de l'impôt lui-même, ainsi que dans les catégories de l'impôt sur le revenu un certain nombre d'aménagements concernant en particulier le régime des plus-values, et ainsi que des revenus distribués. Et donc, je vous propose d'abord, dans l'impôt sur le revenu, de parler du calcul de l'impôt, et puis ensuite on évoquera les catégories. Alors, dans le calcul de l'impôt cette année, l'impôt sur le revenu, les innovations importantes, alors qui vont toutes, il faut quand même le préciser, dans le même sens, c'est-à-dire dans un sens restrictif. C'est-à-dire, il s'agit ici, bien sûr, de faire des économies budgétaires. Alors, pour le calcul de l'impôt, voilà donc les mesures essentielles. D'abord, le barème. Le barème de calcul de l'impôt, une innovation majeure cette année, c'est que les seuils des tranches, le seuil du barème, ne seront plus indexés sur la hausse des prix. Il s'ensuivra donc mécaniquement, arithmétiquement, je dirais, une augmentation de la pression fiscale. Voilà, ça c'est la première mesure évidemment restrictive. Deuxième série de mesures restrictives, les crédits d'impôt. Alors les crédits d'impôt sont d'une manière générale eux aussi un tout petit peu réduits. Alors notamment, j'en citerai simplement deux, il y a notamment le crédit d'impôt pour le développement durable. Alors il s'agit de ce crédit d'impôt qui concerne les dépenses faites sur l'habitation principale et qui permettent soit d'économiser l'énergie, du style par exemple des remplacements de fenêtres ou des parois vitrées, et qui permettent également d'assurer le développement des énergies renouvelables, et notamment c'est là que l'on trouve les dépenses concernant le photovoltaïque ou le solaire. Sur toutes ces dépenses, la loi de finances donc prévoit des mesures restrictives, à savoir que les conditions d'application de ce crédit d'impôt seront soumises à des règles un tout petit peu plus strictes, c'est-à-dire que le régime sera moins intéressant qu'il ne fut jusqu'à présent. Et j'ajouterai que de surcroît, ce crédit d'impôt-là ne sera plus appliqué en principe aux logements neufs qui seront acquis après 2013. Donc il s'agit pour l'instant, en tout cas tel que c'est prévu par la loi, ce crédit d'impôt n'a qu'une vie qui va bientôt se terminer. Le deuxième crédit d'impôt concerne des dépenses aussi relatives à l'habitation principale, mais ce sont des dépenses qui sont faites pour adapter le logement aux besoins des personnes âgées ou des personnes handicapées. Alors pour ce crédit d'impôt-là, lui, il est moins affecté, simplement il est prorogé jusqu'en 2014, c'est moins affecté, il n'y a pas de conditions supplémentaires qui sont mises, parce que celui-là, du point de vue de l'intérêt général, évidemment, est beaucoup plus important. Après le crédit d'impôt, les réductions d'impôt. Alors sur les réductions d'impôt, là aussi on assiste à des restrictions, bien sûr. Alors les restrictions, je les énumère très rapidement, ça concerne d'abord la réduction d'impôt pour la souscription au capital de PME. Dorénavant, en effet, la réduction d'impôt sera réservée aux souscriptions au capital de petites entreprises. Alors petites entreprises, c'est-à-dire qui ont moins de 50 salariés, qui ont un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros. Et de surcroît, et ça c'est pour s'en tenir aux règles communautaires, cette réduction d'impôt ne sera applicable que pour les entreprises, dont les petites dont je viens de parler, qui sont créées depuis moins de 5 ans et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion. Encore une fois, ça c'est l'application littérale des règlements communautaires. Donc c'est un champ d'application un peu moins important. En contrepartie d'ailleurs, le plafond de calcul est lui un peu augmenté. Donc c'est la contrepartie, c'est-à-dire finalement c'est pas une mauvaise idée, c'est même peut-être une bonne idée de réserver cet avantage fiscal aux petites entreprises qui sont en phase d'expansion, de démarrage, parce qu'elles a priori vont créer de la valeur ajoutée, elles vont créer également peut-être de l'emploi.
D'autres réductions d'impôts également affectées, c'est, je dirais, la très célèbre réduction d'impôts dite cellier, c'est-à-dire les investissements locatifs dans des logements nus. Vous savez, il faut louer pendant au moins 9 ans, et à ce moment-là, on aura une réduction d'impôts avec un plafond de calcul à 300 000 euros. Alors ici, les modifications, c'est d'abord le fait que cette réduction d'impôt sera supprimée à partir du 31 décembre 2012, donc on n'a plus qu'un an à vivre. Et de surcroît, pendant l'année 2012, donc pour les acquisitions de l'année 2012, la réduction d'impôt sera réservée aux logements qui bénéficient de performances énergétiques remarquables, ce qu'on appelle communément le verdissement de cette réduction d'impôt. Donc a priori, un an seulement et uniquement pour les logements dits verts. Dernière réduction d'impôt qui, elle aussi, est un peu affectée, c'est la réduction d'impôt qui est prévue pour des investissements locatifs, là encore, mais pour les investissements locatifs en meublé. Il s'agit des meublés non professionnels avec des affectations bien particulières, notamment pour les maisons de retraite ou des résidences avec service, par exemple. Alors, pour cette réduction d'impôt, simplement, on réduit le montant, le taux de la réduction qui sera fixé donc à 14%. Alors, toujours dans le cadre des restrictions, un tout petit peu dans le calcul de l'impôt, c'est-à-dire d'un accroissement quand même, disons-le, de la pression fiscale, la loi de finances de cette année continue à faire ce qui avait été fait les années précédentes, c'est-à-dire le coup de rabot. Le coup de rabot sur les avantages fiscaux, c'est-à-dire les crédits d'impôt, les réductions d'impôt. L'an dernier, le coup de rabot, ça consiste, vous savez, à réduire tous les taux uniformément. Alors l'an dernier, le coup de rabot avait été de 10%, et cette année, on y ajoute un deuxième coup de rabot de 15%. Et donc ça fait une diminution très nette sur les 2 ans, incontestablement. Ensuite, et toujours dans la même veine d'ailleurs, le plafonnement des avantages fiscaux est lui aussi réduit. Alors ça y est, c'est un plafond, vous savez, le plafond qui a été créé en 2009, et c'est un plafond qui s'applique à tous les avantages fiscaux. On dit l'avantage résultant fiscal résultant des réductions au crédit d'impôt ne peut être supérieur à un certain plafond. Alors ce plafond, qui a été créé il y a quelques années, réduit encore cette année, il sera cette année de 18 000 euros plus 4% du revenu imposable. Alors l'an dernier, c'était 18 000 plus 6% du revenu. Vous voyez, une petite restriction ici. Alors, enfin, toujours pour ce calcul de l'impôt et toujours dans le cadre des mesures budgétaires un tout petit peu délicates, on a la création d'une contribution en principe exceptionnelle sur les hauts revenus. C'est-à-dire, normalement, lorsque le déficit budgétaire sera réduit, normalement, cette contribution serait supprimée. Mais enfin, vous savez, quand on crée une contribution, après, la suppression est parfois difficile. Alors, cette contribution exceptionnelle s'appliquera donc sur un certain nombre de revenus importants. Alors, les revenus en question, ce sont les revenus qui dépassent 250 000 euros, n'est-ce pas? Parce qu'il y a deux tranches qui sont prévues. Alors, les 2 tranches sont prévues, c'est-à-dire, on va prendre en considération, et c'est ça qui est important, le revenu de référence. Et le revenu de référence, c'est le revenu tel qu'il est soumis à l'impôt selon le barème, tel qu'on le déclare, plus les revenus qui sont soumis à un prélèvement libératoire, comme les actions, par exemple, les dividendes si on opte pour le prélèvement, ou bien les revenus d'obligation si on opte pour le prélèvement, là aussi. Et aussi, on y ajoute les plus-values qui sont soumises à un taux proportionnel. Et donc, ce revenu de référence, qui est donc plus large que le revenu soumis au barème, donc c'est là qu'on trouve les 2 tranches. Alors, les 2 tranches, je le répète, c'était au-dessus de 250 000, comme je l'ai dit, c'est-à-dire, première tranche, donc, c'est 3% sur la fraction qui va entre 250 000 euros et 500 000 euros pour les gens, les célibataires ou les gens qui sont soumis ou veufs ou divorcés, entre 500 000 et 1 million pour les gens soumis à une position commune. Et puis il y a une deuxième tranche, au-dessus des 500 000 et au-dessus d'1 million selon les cas, qui est une tranche à 4%. Donc ça pourra faire quelque chose de relativement élevé. Pour l'instant, on estime qu'il y a à peu près une trentaine de mille foyers qui seraient concernés par cette contribution, ce qui n'est pas évidemment négligeable. Donc, après le calcul de l'impôt, quelques mots maintenant sur les catégories de l'impôt sur le revenu et sur les mesures restrictives également concernant ces catégories. Alors ici, il y a notamment la réforme des plus-values et aussi des revenus distribués. Alors commençons par les plus-values.
les plus-values, deux séries de réformes, une concernant les plus-values mobilières et l'autre qui concerne les plus-values immobilières. Sur les plus-values mobilières, rappelons très rapidement le régime actuel. Il y avait deux dispositifs. Un dispositif qui concerne le régime dit général, c'est-à-dire l'abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la 5e année, et donc une exonération totale au bout de 8 ans. Ce dispositif-là est modifié et même supprimé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cet abattement du tiers ne s'appliquera plus, il sera remplacé par un dispositif que je vous décrirai dans un instant. Le deuxième régime, c'était le régime particulier qui s'applique aux cessions de parts de sociétés qui sont effectuées par les dirigeants de PME qui prennent leur retraite et qui vendent des parts de sociétés soumises à l'IS. Ce régime-là n'est pas modifié, autrement dit, s'ils remplissent les conditions qui étaient prévues, notamment avoir été dirigeant pendant 5 ans, avoir eu une participation au moins de 25% au capital, dans ce cas donc, ils seront exonérés s'ils détenaient les parts depuis au moins 8 ans. Ça, c'est pas modifié. Alors en revanche, donc, le régime général, c'est-à-dire cet abattement du tiers qui s'appliquait jusqu'à présent, est donc modifié. Alors je résume la situation. L'abattement sera donc supprimé. Il sera remplacé par un mécanisme de report d'imposition. C'est-à-dire, voilà, d'abord, dans un premier temps, on fera la plus-value, on demandera le report d'imposition, parce qu'il faut le demander, le report n'est pas automatique, donc on demande le report d'imposition. Ce report d'imposition sera accordé si quelques conditions sont remplies. Les conditions essentielles, c'est qu'il faut avoir détenu les titres depuis au moins 8 ans, il faut avoir eu au moins 10% du capital, le capital de la société, les titres que l'on vend. Il y aura aussi la condition tenant au fait que la société doit avoir une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, artisanale, et sauf les sociétés qui ont pour objet la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Ça, c'est les mesures traditionnelles. Donc, on demande le report d'imposition et ensuite, dans un deuxième temps, une deuxième étape en quelque sorte, il faudra faire un réinvestissement. C'est-à-dire qu'une fraction de la plus-value, au moins 80% de cette fraction, devrait être réinvestie dans une autre entreprise, c'est-à-dire sous forme de souscription en numéraire au capital d'une autre société. Et donc cette souscription, le capital d'une société, puisque la loi emploie le singulier, devra remplir un certain nombre de conditions. Cette souscription, il faudra notamment avoir 5% du capital de la société. Et dans cette société, il ne faudra pas avoir eu de participation auparavant, il ne faudra pas non plus y avoir exercé des fonctions de direction. Donc c'est quand même une société avec laquelle on n'a pas de lien étroit. Donc il faut avoir au moins les 5% dans ce cas. Et puis, d'autres conditions plus techniques, si vous les passons là-dessus, c'est qu'ensuite, lorsqu'on détiendra au moins pendant 5 ans ces titres, au terme des 5 ans, la plus-value qui était en report, je vous le rappelle, sera définitivement exonérée. Donc c'est un processus un peu plus complexe que ce qu'on avait précédemment, mais finalement plus logique. On demande le report, on réinvestit, c'est-à-dire qu'on prend un risque après tout, puisqu'on souscrit au capital d'une autre entreprise, et au terme des 5 ans, on a pris le risque, et par conséquent, on est récompensé en quelque sorte par cette exonération définitive. Au passage, c'est un système qui est très inspiré d'un système allemand. Voilà. Donc ça, c'est pour les plus-values mobilières. Abordons maintenant le régime des plus-values immobilières. Alors dans les plus-values immobilières, il y a une nouvelle exonération qui est prévue, on peut la signaler. Alors cette nouvelle exonération qui avait déjà existé d'ailleurs autrefois, elle est reprise, et c'est ceci. C'est que c'est les personnes qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et qui font une plus-value lors de la première cession d'une autre résidence qui n'est pas la résidence principale, d'une résidence secondaire. Ils vendent leur résidence secondaire. Ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale depuis au moins 4 ans. Dans ce cas, ils seront exonérés à la condition qu'ils réinvestissent le prix de cession dans l'achat d'une résidence principale. Et de l'achat ou la construction d'ailleurs d'une résidence principale. Alors il n'y a pas un pourcentage prévu pour le réinvestissement, il y a simplement le fait qu'ils seront exonérés au prorata, en proportion de la fraction qu'ils affecteront donc à l'acquisition ou à la construction de cette résidence principale. Enfin, pour en terminer avec l'impôt sur le revenu et ses catégories, 2 mots sur les revenus distribués. Alors sur les revenus distribués, là aussi 2 mesures un peu plus sévères
que le régime actuel. Le prélèvement libératoire sur les dividendes, qui était de 19%, passe à 21%. Et le prélèvement libératoire sur les produits de placement en revenus fixes, c'est-à-dire notamment les produits d'obligation, celui-là passera de 19% à 24%. Donc, si vous voulez, si l'on conclut en 2 mots sur cette fiscalité personnelle, on peut s'apercevoir, ce qui est évidemment logique compte tenu de la situation budgétaire et financière actuelle, on peut s'apercevoir donc qu'il y aura très vraisemblablement une augmentation de la pression fiscale. Alors passons maintenant à la fiscalité des entreprises. Dans la fiscalité des entreprises, d'abord l'imposition des bénéfices. Sur l'imposition des bénéfices, il n'y a pas de mesure très spectaculaire cette année. Disons par exemple notamment que le régime des zones franches, des exonérations dans les zones franches urbaines est prorogé, mais il est soumis à des conditions un peu plus strictes, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de l'exonération de l'imposition sur les bénéfices, il faudra remplir les conditions qui sont prévues pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales. C'est-à-dire que notamment, il faudra embaucher un pourcentage de 50% de personnes originaires de la zone franche en question, n'est-ce pas? Ça, c'est la condition, au fond, essentielle. Ensuite, toujours pour l'imposition des bénéfices, il y a une mesure qui est là aussi en principe exceptionnelle, c'est-à-dire il y a une contribution exceptionnelle que devront payer les sociétés qui font un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Pour elles, par conséquent, il y aura une contribution supplémentaire de 5% qui s'appliquera sur le montant de l'IS. Alors là aussi, c'est exceptionnel, ça permettra en principe de résorber le déficit. Donc oui, pour l'imposition des bénéfices, pas de mesure très spectaculaire, mesure simplement, je dirais, normale. Pour la TVA. Alors pour la TVA, en revanche, la mesure très importante qui a été très commentée et qui est la création d'un nouveau taux réduit. C'est-à-dire que nous avions jusqu'à présent un taux réduit de 5,5% et on aura dorénavant un deuxième taux réduit de 7%. Alors, le régime est le suivant. Le principe, c'est que toutes les opérations qui étaient à 5,5% passent à 7%, sauf exception. Par exception, un certain nombre d'opérations resteront soumises au taux de 5,5%. Alors, je résume la situation. Resteront soumis au taux de 5,5%, notamment les produits alimentaires destinés à la consommation humaine, sauf les boissons alcooliques et sauf un certain nombre de produits qui seront maintenus au taux actuel de 19,6%, notamment les produits de la confiserie, les chocolats, la margarine, le caviar en particulier, tout ça sera resté à 19,6% comme c'est le cas actuellement. Seront maintenus également à 5,5% un certain nombre d'autres activités, tels que par exemple des abonnements d'électricité, si la puissance est inférieure à une certaine limite, et certains services également seront maintenus à 5,5%, notamment les prestations de logement et de nourriture dans des maisons de retraite en particulier, la fourniture de repas dans les cantines scolaires, et seront également les services rendus à des personnes handicapées pour les services essentiels de la vie, comme dit le texte. Donc, vous voyez, c'est une mesure intéressante, donc 7%, ça s'appliquera, le 7% notamment aux ventes à consommer sur place, aux travaux qui sont faits dans les maisons d'habitation, au transport, par exemple. Vous voyez, c'est une mesure qui a quand même un impact quand même important. Ensuite, toujours dans la fiscalité des entreprises, vous avez une modification des droits d'enregistrement sur les cessions d'actions, et uniquement sur les cessions d'actions. Alors, jusqu'à présent, en effet, les cessions d'actions étaient soumises en droit d'enregistrement qui était plafonné à 5 000 euros. Autrement dit, quel que soit le montant du prix de cession, on payait 5 000 euros au maximum. Alors désormais, ce système est modifié. Il y aura un barème qui s'appliquera, dont les 5 000 euros, le plafonnement est supprimé. Le barème est le suivant, c'est 3% sur la fraction de la cession des actions qui est inférieure à 200 000 euros. Après, on passe à 0,5% entre 200 000 euros et 500 millions et 0,25% au-dessus des 500 millions. Donc c'est un taux dégressif, quelque chose d'un peu particulier. Alors simplement, j'ajouterai simplement ceci, c'est que d'une part, les actes passés à l'étranger seront soumis quand même à l'impôt en France si la société a son siège en France.
Et d'autre part, autre précision à ce sujet, un certain nombre de cessions d'actions seront exonérées. Néanmoins, alors l'exonération concernera notamment les rachats d'actions par sa société, de ses propres titres, les rachats d'actions dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou bien les rachats d'actions entre sociétés qui sont membres d'un même groupe d'intégration fiscale, ou entre les rachats d'actions qui sont considérés comme des apports partiels d'actifs, c'est-à-dire qui sont considérés comme constituant une branche complète d'activité. Alors, je précise, je termine sur ce point, en me disant que cette modification ne concerne que les cessions d'actions et ne concerne donc pas les cessions de parts sociales ou les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière qui, elles, demeurent soumises au régime ancien. Et enfin, je voudrais signaler, toujours dans la fiscalité des entreprises, une série de mesures d'ailleurs, qui seront importantes dans la vie courante, c'est que la loi prévoit une généralisation, avec quelques étapes intermédiaires, des téléprocédures. C'est-à-dire, les déclarations se feront essentiellement par cette voie de téléprocédure. Pour les déclarations d'IS, ça sera fait de manière générale à partir de 2013. Pour les autres entreprises, il y a quelques étapes, et à partir de 2014, on le fera par téléprocédure, les déclarations pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 80 000 euros. Et on trouvera également une généralisation progressive du télérèglement. Alors l'IS se paiera par télérèglement et la TVA aussi progressivement. Pour les sociétés soumises à l'IS seront soumises au télérèglement. Et puis ensuite, progressivement, c'est-à-dire d'abord pour les autres entreprises, pour celles qui font un chiffre d'affaires supérieur à 80 000 euros. Et ensuite, à partir de 2014 et de 2015, il y aura une généralisation de ces téléprocédures. Voilà, je vous remercie. Au revoir.